Eh bien, bonsoir à tous. Avant de commencer, Frédéric et moi, nous voudrions vous remercier pour votre présence et vos encouragements. Ensemble, nous pouvons ainsi poursuivre ce travail de groupe. Nous avons vu la fois dernière, avec les énergies cancer, que chacun est en mesure d'illuminer le monde, pour peu qu'on prenne conscience de notre pouvoir intérieur et que nous réalisions que nous sommes un échantillon de lumière. Nous avons dit que c'était le mois de la rénovation, période idéale pour faire les mises à jour de nos anciens programmes qui datent parfois de plusieurs années et de télécharger la toute dernière version. Nous avons vu aussi que c'était le moment de réinterroger nos idées, nos pensées et tout le fatras d'opinions et de vieux a priori qui traînent parfois dans les recoins de notre mental. Ce travail est en train de se faire et nous allons le poursuivre ce mois-ci avec les énergies lions. Si on regarde ce qui se passe autour de nous, on aurait pu croire qu'au sortir du confinement, chacun ne songerait qu'à une chose, reprendre sa vie exactement comme avant. Bon, si beaucoup le font, certains ont pris conscience d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'ils ne souhaitent pas retrouver et s'interrogent sur leur vie, leur profession, leur lieu de vie, leur façon de vivre. Certains ont retrouvé des qualités oubliées depuis longtemps dans le brouillage de la vie quotidienne et ne désirent pas du tout faire comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas retrouvé ces valeurs. Et puis d'autres ont découvert des valeurs nouvelles, de calme, de silence, de rythme de vie plus ajusté, de consommation différente, et souhaitent développer ce mode de vie. En fait, ces remises en question, si on regarde bien, n'ont pas qu'une portée individuelle. Elles témoignent d'interrogations beaucoup plus profondes sur les points essentiels qui définissent l'être humain en général. Et si a priori la définition d'un être humain ne pose pas de difficulté pour chacun d'entre nous ou pour le dictionnaire, nous allons au contraire mettre en évidence l'extraordinaire complexité du règne humain en général et au sein de ce règne, la difficulté d'être humain. Cette complexité, elle apparaît lorsqu'on commence à considérer l'histoire du règne humain, pratiquement du singe vers le sage. Et l'incroyable diversité de ce comportement, du plus négatif au plus positif, du moins involué au plus évolué, sa fonction, son but sur Terre, ses responsabilités, son impact sur les autres règnes, le climat, la planète. Et voilà pourquoi il est intéressant d'approfondir toutes ces questions. Voilà pourquoi la conférence de ce soir s'intitule « L'être humain ». Donc, comme je vous disais, nous entrons bientôt dans l'énergie lion, qui tous les ans nous propose de réfléchir à ce que nous sommes en tant qu'être humain, à notre identité profonde et à notre manière donc de s'ajuster constamment au flux de l'évolution. Alors il est intéressant de commencer par une phrase qui présente d'une manière remarquable ce qu'est le règne humain. Ce n'est pas une phrase ésotérique, mais 2 vers d'un poète français, Alphonse de Lamartine. Et on peut dire que lorsqu'il a écrit ces vers dans son livre Méditation poétique, il devait être inspiré car beaucoup de choses y sont dites en très peu de mots. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. 4 propositions. 4 propositions que nous allons étudier du point de vue ésotérique pour chercher à mieux cerner la nature profonde du règne humain. Mais avant ça, prenons du recul pour voir le cadre global dans lequel s'insère l'évolution humaine en tant que 4e règne de la nature. Il faut donc bien comprendre ou se souvenir que dès que nous cherchons à comprendre quelque chose de fondamental, chaque fois que nous cherchons à remonter au monde des causes, il ne faut surtout pas en rester à l'étude des faits et des formes, mais remonter à leur origine, c'est-à-dire dans le monde de la vie et de la conscience qui est le véritable monde des causes. Et donc, pour ne pas entrer dans des détails techniques compliqués qui noieraient notre thème, nous allons considérer pour notre propos de ce soir, et simplement pour notre propos de ce soir, que esprit, âme et conscience sont synonymes. Voilà, on va simplifier. Ces 3 aspects très proches sont omniprésents dans l'univers, du microcosme au macrocosme, et dans ce que nous pouvons appeler la grande vie universelle. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de considérer que l'histoire de notre univers est avant tout une histoire de vie et de conscience. En fait,
nous n'avons pas vraiment l'expérience profonde de ce que représente la grande vie universelle. Par contre, nous expérimentons chaque jour ce qu'est la conscience, même si on ne perçoit pas toujours que c'est l'âme qui est présente derrière le phénomène conscience, et qu'on rencontre, comme je le disais tout à l'heure, depuis le macrocosme jusqu'au microcosme. En fait, l'histoire de l'univers est une incommensurable succession d'états de conscience qui progressent, qui s'élargissent de plus en plus, pour devenir en finale conscience de tout ce que peut être la vie universelle. Alors, les dimensions prodigieuses de l'univers nous autorisent à penser que de gigantesques consciences existent partout dans l'univers et sont à l'œuvre. D'où viennent-elles? Où et comment se sont-elles développées? Peut-être y a-t-il eu des univers avant le nôtre. Peut-être y a-t-il des univers parallèles au nôtre. Alors là, on ne peut pas répondre parce que nous touchons là vraiment des mystères profonds que notre conscience humaine est bien incapable donc de saisir. Mais laissons de côté ce que nous ne pouvons pas comprendre et cherchons à en rester à notre propre système solaire. Ça au moins c'est à portée de conscience, ou presque. Bon. Les enseignements ésotériques nous expliquent que le Soleil, notre étoile, est une grande conscience qualifiée d'une part par le rayon 1, le rayon de volonté puissance. Et cette qualité est porteuse d'un plan, d'une intention fondamentale. Et puis le Soleil est également qualifié par le rayon 2 de l'amour sagesse, l'amour unité, qui est sa qualité majeure, fondamentale, et qui indique d'ailleurs la nature unitaire du plan à réaliser au sein du système. Et enfin, sa troisième qualité, c'est celle du rayon 3, l'intelligence créatrice, qualité responsable de l'extraordinaire intelligence de l'agencement de la création jusque dans ses moindres détails. Et toutes les planètes qui dépendent de cette étoile pour former le système solaire sont évidemment aussi de grandes consciences, et chacune avec ses qualités spécifiques est un relais du plan d'amour-unité et travaille à le mettre en œuvre. On va y revenir tout à l'heure. Notre planète Terre fait donc naturellement partie de ce projet, ainsi que toutes les vies qu'elle abrite, des plus grandes jusqu'aux plus petites. Et partout, à chaque niveau, la conscience. Alors, depuis que les sciences cherchent à comprendre le monde en le classifiant, nous avons l'habitude de le comprendre à travers des modélisations physiques. Ainsi, les différents règnes de la nature sont classés selon leurs caractéristiques physiologiques. Mais en s'y prenant ainsi, il faut se rendre compte que nous fonctionnons à l'envers. C'est-à-dire que nous classons le monde tel que nous le voyons, selon ses apparences, et non selon la cause originelle. Alors, il est particulièrement intéressant, comme le propose la vision ésotérique, de voir le monde tel qu'il est au-delà des apparences, à savoir par le monde de la conscience. Ainsi, contrairement à ce que nous avons l'habitude d'étudier, il est très enseignant de voir que chaque règne de la nature est avant tout une école de développement de la conscience. Ce qui peut nous entraîner, comme nous allons le voir, beaucoup plus loin que les règnes traditionnels qui sont limités aux formes que nous connaissons. Alors, quels sont ces différents règnes ? La conscience s'exprime donc par une infinité de stades de développement, mais en voici quelques-uns. Nous pourrions tout d'abord évoquer l'âme des particules, l'âme de la matière atomique, qui répond à des grandes lois que les physiciens découvrent progressivement. On rappelle que ce soir, par souci de simplification, esprit, âme et conscience sont considérés comme synonymes. Sinon, c'est un peu plus complexe. Cette âme de l'énergie matière est caractérisée par l'énergie fondamentale du rayon 3 de l'intelligence créatrice. Et c'est la raison pour laquelle certains physiciens reconnaissent à la matière une conscience intelligente, capable de répondre à des lois, même si la nature de cette conscience intelligente nous échappe à nous totalement. C'est complètement inimaginable. Il est à noter d'ailleurs que l'âme des particules, l'âme de l'énergie matière, n'est pas porteuse des deux autres qualités de volonté et d'amour. Et c'est la raison pour laquelle un des buts essentiels de l'humanité sur Terre est d'amener la qualité d'unité du rayon 2 dans la matière, parce qu'elle ne la possède pas du tout. Et puis pour en arriver tout de suite à quelque chose de plus connu, la conscience minérale. Elle apprend à répondre à des structures énergétiques subtiles et à les traduire en forme d'une manière géométrique dans la matière dense. C'est une conscience qui apprend à structurer l'énergie matière. Nous ne faisons que survoler tout ça, c'est juste pour donner quelques exemples du point de vue de la conscience, donc on n'entre pas dans les détails. La conscience végétale, elle est essentiellement tournée vers le développement de la sensibilité à l'environnement,
Sensibilité à la lumière, sensibilité au soleil, aux éléments, à l'eau et aux insectes pour la reproduction. C'est une conscience qui apprend en fait à allier les énergies subtiles aux énergies de la Terre. Et la conscience animale, elle travaille à faire progresser l'intelligence et l'adaptation à toutes les circonstances. Ces trois stades de développement de la conscience sont dits instinctifs. Il n'y a aucune connaissance d'un plan d'évolution et aucune possibilité donc d'aller pour ou contre forcément le sens de cette évolution. Ces règnes évoluent très lentement par l'expérience et là aussi on y reviendra tout à l'heure. Donc l'âme de ces règnes, elle est qualifiée par deux énergies. L'intelligence, à laquelle s'ajoute la qualité d'amour. En effet, la conscience de ces trois règnes ne possède pas du tout la qualité du rayon 1, ce qui ne leur permet pas d'accéder au plan. Après ces trois premiers règnes, nous en arrivons au quatrième, le règne humain. Scientifiquement, on s'accorde pour dire que ce règne dépend du règne animal, parce que de par son corps physique, il appartient à la catégorie des mammifères. C'est facile à comprendre que si on réduit l'être humain à un simple corps physique, on puisse s'en tenir là quant à sa définition. Mais en termes de conscience, le règne humain est la synthèse de tout ce qu'ont développé les trois règnes précédents. Et il va y ajouter la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité de se reconnaître soi-même. Cette caractéristique va développer en lui la faculté de penser, grâce au développement du mental. Je ne développe pas plus non plus, car nous allons y revenir dans les détails et voir combien cette définition du règne humain est plus complexe qu'elle en a l'air. Généralement, dans nos classifications humaines, dans nos classements humains, la liste des règnes de la nature s'arrête là. Donc, l'être humain est au sommet de la pyramide évolutive. Et comme beaucoup pensent que la vie intelligente n'existe que sur la planète Terre, cela voudrait dire tout simplement que l'humain est par conséquent le sommet de la conscience de l'univers. Ouais. Bon. Donc, pour concevoir les autres règnes, il va être indispensable de penser en termes de conscience, car à part un nombrilisme humain, il n'y a aucune raison de limiter la croissance de la conscience à celle de l'humanité. Si nous sortons quelque peu de notre anthropocentrisme et que nous étendons le concept de nature terrestre à celui de nature universelle, nous allons alors découvrir trois autres règnes de la nature. Mais la liste n'est pas close, on peut encore en imaginer bien d'autres. Commençons par le cinquième règne, qui n'est pas du tout répertorié en tant que règne de la nature, puisqu'il n'existe pas en tant que forme particulière. Ce cinquième règne, c'est celui de l'âme, celui de la conscience unitaire, de la conscience de groupe. C'est le règne de conscience où le plan d'amour est connu, vécu, et où tout est considéré comme un. En effet, ce règne possède un certain degré de perfection les qualités fondamentales des trois rayons, volonté, amour et intelligence. Cet état de conscience représente pour nous la perfection. Et comme Jésus y faisait référence en parlant du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, ça a toujours été considéré comme quelque chose de tout à fait extraordinaire, totalement au-delà des possibilités de l'humanité, et bien souvent comme quelque chose qu'on ne peut rejoindre qu'après la mort, le paradis. Et pourtant, nous allons voir que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus proche que ce que nous le croyons. Au-delà, nous rencontrons un règne dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, le règne planétaire. C'est surprenant parce que nous avons tellement l'habitude de considérer les corps astronomiques comme des masses inertes, se déplaçant simplement d'une manière mécanique, des objets célestes sans vie et par conséquent sans conscience, que beaucoup s'étonnent et même parfois résistent à l'idée qu'une planète puisse être le corps physique d'une fantastique conscience. Pourtant, c'est une idée que les anciens comprenaient fort bien et à laquelle certains scientifiques reviennent peu à peu, mais à laquelle la plupart résistent. Mais on peut comprendre qu'il y ait des résistances. Elles peuvent s'expliquer par les fantastiques conséquences de cette idée. L'humanité a tellement l'habitude de se percevoir la reine sur Terre, qu'imaginer qu'elle ne soit plus qu'un organe de cet extraordinaire organisme conscience bouleverse totalement son statut. Ça la remet à sa juste place. Et puis aussi, ça va la renvoyer à ses responsabilités. C'est aussi un chamboulement théologique et philosophique énorme que d'admettre une conscience très supérieure à celle de l'être humain et d'accepter d'être au service de l'intention de cette conscience planétaire, sans pour autant aller imaginer un Dieu tout-puissant, inconnu, inabordable et totalement au-delà de nos perceptions. Et donc, c'est à travers ce genre de ressenti que nous pouvons aussi commencer par percevoir un fondement à l'origine des récits mythologiques
qui témoignent finalement d'une connaissance dont nous avons oublié la source. Mais si nous allons dans ce sens, qu'est-ce qu'une conscience planétaire? On n'est pas vraiment à même de le comprendre. Mais les enseignements ésotériques disent que ces fantastiques consciences sont par exemple à l'origine des 7 rayons de qualité dont nous parlons souvent et qui qualifient en fait tout ce qui vit au sein du système solaire. Ils représentent donc les 7 qualités fondamentales d'énergie qui prévalent au sein du système solaire. Et il est dit aussi que ces consciences planétaires sont la vie organisationnelle de tout ce qui vit à leur surface. Et comme elles aussi évoluent, elles cherchent à pénétrer plus profondément la compréhension du plan du système solaire, sa mise en œuvre. Et puis, elles prennent aussi des contacts avec d'autres systèmes stellaires. Ce sont tout ça des hypothèses, ce sont des éléments de réflexion, mais c'est vrai que c'est pratiquement impossible pour nous de pouvoir vérifier à quoi pensent les planètes. Terminons avec le 7e règne, qui n'est rien d'autre que le règne stellaire. C'est par exemple la conscience qui a comme corps physique le Soleil. On ne peut pas à notre niveau connaître cette fantastique conscience, qui est le point vers lequel toutes les consciences du système convergent. Nous avons dit tout à l'heure que sa nature est fondamentalement le rayon 2 d'amour-sagesse et que son but consiste à ce que toute la matière de son système s'imprègne de cette qualité d'unité. Nous savons aussi que cette conscience fait partie d'un ensemble d'étoiles formant une constellation, corps de manifestation d'une entité conscience encore plus prodigieuse et inimaginable pour nous, qui elle-même fait partie d'un organisme encore plus vaste qui est la galaxie, et ainsi de suite, vraisemblablement à l'infini. C'est sur cet infini que se termine notre tour d'horizon de la conscience, donc du microcosme jusqu'au macrocosme. Alors, on peut se demander pourquoi nous revoyons tout ce panorama de la conscience. Quel est l'intérêt par rapport à notre sujet de ce soir? C'est parce qu'il est important de bien comprendre 2 choses. Tout d'abord, que ce monde est avant tout un monde de conscience évoluant. C'est l'âme, la conscience qui crée toutes les formes, qu'elles soient grandes ou petites. C'est l'âme qui grandit dans sa perception du monde et qui en même temps confère toutes ses qualités à la matière des formes qu'elle crée. Donc encore une fois, pour comprendre le monde, raisonnons en termes de conscience. Ensuite, nous l'avons fait aussi pour bien comprendre la place de l'humain dans ce schéma général de conscience. Parce qu'on cherche trop souvent à définir le règne humain uniquement en rapport avec ce qu'il y a en dessous de lui, les règnes subhumains, mais jamais avec ce qu'il y a au-dessus. Et en faisant cela, on ne peut rien comprendre à ce qu'est véritablement l'être humain. C'est donc avec ce regard de conscience que nous allons aborder maintenant l'histoire de la naissance du règne humain. Comme nous venons de le voir avec les 7 règnes, le règne humain occupe une place médiane. Nous avons d'un côté les 3 règnes de conscience supérieure, 5e, 6e et 7e règne, c'est-à-dire les 3 niveaux conscience qui mettent en œuvre les qualités fondamentales de volonté, d'amour et d'intelligence créatrice. Et de l'autre, nous avons les 3 règnes de conscience instinctive qui participent à leur manière à l'intelligence et à l'amour, mais sont dans l'incapacité de poursuivre consciemment une participation au plan, faute d'avoir la qualité de rayon 1 de volonté puissance. Et c'est là que va intervenir le règne humain en tant que passeur. Mais on va y revenir. À propos de la naissance du règne humain, les écrits ésotériques nous racontent une bien étrange histoire, à prendre naturellement comme une hypothèse de travail. En remontant dans un très très lointain passé de la Terre, les minéraux, les végétaux et les animaux se développaient. Il n'y avait pas du tout à l'époque de règne humain. Par contre, il y avait des anthropoïdes faisant partie du règne animal et qui possédaient donc un ancêtre commun avec le singe. Et ces anthropoïdes évoluaient donc très lentement vers ce qui aurait pu, à terme, après des centaines de millions d'années, devenir une humanité consciente d'elle-même. Mais comme ça allait prendre énormément de temps, l'histoire nous dit qu'alors une expérience fut tentée, à la demande de l'esprit de la Terre, qu'on appelle aussi le logos planétaire, la conscience qui habite la Terre. Il fut demandé à un groupe d'esprits de descendre dans ces hommes animaux, dans ces anthropoïdes, afin de s'incarner dans ces corps grossiers. Le but de cette opération, c'était de doter ces anthropoïdes de l'énergie du rayon 1, présente dans ces êtres du 5e règne, car le rayon 1, la qualité de volonté, est celle qui amène l'individualisation, le mental,
la connaissance de l'évolution et la direction à suivre. C'est donc un fantastique accélérateur d'évolution. Si on donne crédit à cette hypothèse, l'humanité serait donc née, plus tôt que prévu, de la rencontre entre une âme vivant les trois qualités fondamentales, volonté, amour et intelligence, et un anthropoïde doté d'une âme animale caractérisée seulement par les deux qualités d'amour et d'intelligence. Cette rencontre entre ces deux aspects est résumée très simplement par une phrase ésotérique qui définit l'être humain comme étant un animal plus un dieu. On ne peut pas faire plus concis. Alors, on pourrait regarder cette histoire de loin, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les esprits qui se sont incarnés dans les corps animaux, il y a quelques millions d'années, c'est nous. D'où la fameuse phrase de Pierre Teilhard de Chardin: nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Parce que nous sommes véritablement ces esprits, nous sommes ces âmes qui, il y a des millions d'années, sommes incarnées dans les anthropoïdes. Réalisons du coup combien en tant qu'esprit parfait et éclairé que nous sommes, nous pouvions chérir le monde et cherchions à servir la vie pour être capables de faire don de nous-mêmes de cette manière-là, accepter de se limiter dans des corps grossiers pour être au service du plan planétaire. Donc à l'intérieur de l'être humain, du règne humain, nous trouvons ces deux influences très différentes l'une de l'autre et qui sont à l'origine du principe de conflit que nous avons vu il y a 2 mois, tellement présent au sein de l'humanité. Dès le départ, dès la naissance du règne humain, ce principe de conflit est présent du fait que nous soyons en même temps âme divine et âme animale. Le but de cette rencontre, c'est que l'âme divine, au fur et à mesure, devienne tellement présente au sein de l'âme humaine que l'âme animale en soit simplement réduite à gérer les automatismes du corps. À la suite de quoi, le règne humain peut remplir sa mission d'intermédiaire entre les règnes de conscience supérieure et les règnes de conscience instinctive. Et donc, ce que nous allons appeler l'âme humaine, l'âme du 4e règne, c'est la résultante de cette alliance entre âme animale et âme divine. Il est évident que l'influence de l'une et de l'autre va considérablement varier selon le nombre de vies et d'évolutions. Et c'est ce qui va compliquer sérieusement la définition et notre appréciation d'un être humain. Voyons ça sur un schéma. Sur ce schéma, nous voyons très bien nos 7 règnes. Ou plus exactement, on pourrait dire les 6 qui étaient à l'origine sur Terre, donc minéral, végétal, animal, et puis le règne de l'âme, le règne planétaire, le règne stellaire, tout ceci étant dans le système. Voilà donc les règnes, 3 règnes supérieurs et les 3 règnes qu'on appelle en conscience instinctive. Donc le règne humain n'était pas présent. Et puis à partir de ces consciences animales, donc des anthropoïdes ont surgi, sont un petit peu élevés, un tout petit peu peut-être au-dessus du règne animal, peut-être devenant un animal très légèrement supérieur, et encore. Et c'est à ce moment-là, que finalement, des consciences issues donc de ce monde d'âme divine sont allées s'incarner dans certains anthropoïdes. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, naît le règne humain de la rencontre entre ces deux aspects. Parce que l'aspect rayon 1 qui est ici, va réussir tout de suite à amener l'animal à une certaine conscience de soi. Oh, ça va pas être brillant du premier coup, ça va prendre quelques milliers d'années, mais en tout cas, le rayon 1 est injecté dans l'âme animale et va progressivement l'individualiser. C'est là où on voit toute l'histoire du règne humain à travers ce curseur. C'est là où on voit qu'on peut très bien imaginer qu'au tout début, il y avait 1% perceptible d'âme divine, dans 99% d'âme animale. L'âme divine, à ce niveau-là, elle est complètement enfouie dans l'âme animale. On pourrait dire que vraiment, on ne sent strictement rien. Et pourtant, après des vies et des vies et des vies, on va passer à 2,98, 3,97, 4,96, 5,95, et progressivement, on va remonter ce curseur. Donc toute l'histoire de l'âme humaine, c'est comment grimper ce curseur à travers des pourcentages, de présence entre le monde de l'âme divine et le monde de l'âme animale. On va voir tout à l'heure, on va en reparler, que ce que nous appelons souvent l'être humain en conscience personnelle, individuelle, se situe aux alentours de 50.
50% d'âme divine, 50% d'âme animale. Et puis que plus on va grimper, plus naturellement, on va gagner en conscience. Donc c'est vrai que tout ce processus donc, de progression, ça concerne la première partie du curseur, pour échapper à l'âme animale, et on va bien instaurer le monde de la personnalité. Et après, pour échapper à ce monde de la personnalité, c'est l'histoire de la deuxième partie du curseur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive tout en haut du curseur. Vous imaginez donc qu'à chaque fois qu'on va grimper d'un aspect du curseur, la définition ou l'appréciation qu'on pourrait avoir d'un humain varie considérablement. Quand on dit qu'est-ce qu'un humain, on pourrait dire oui, mais lequel? Celui qui est à 10%, qui est à 20%, à 30, à 40, 60, 70, 80, c'est quoi? C'est quoi un humain? Voilà la difficulté. À partir de là, puisqu'on grimpe un peu dans cette échelle, ce curseur, on pourrait croire que sorti de l'âme animale, l'humain finalement cherche complètement à remonter vers l'âme divine, puis à aller toujours plus loin. Du coup, en oubliant complètement l'âme humaine et l'âme animale, et s'échappe vers les règnes supérieurs. Mais en fait, non. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout, non pas une échappatoire, mais un changement de gouvernance. L'être humain est au début dirigé par son âme animale, instinctive. Et puis, comme on l'a vu, il est de plus en plus par sa conscience individuelle, pour être enfin gouverné par la conscience supérieure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas question de partir, mais il est question pour l'âme divine d'investir l'âme humaine et l'âme animale, réalisant ainsi un pont entre le haut et le bas, entre la conscience supérieure et les consciences instinctives. Parce que finalement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, pour cette raison qu'on s'est incarné. Donc, si on s'était incarné pour descendre ici, puis après progressivement remonter, puis dire « Oh, bah chouette, on a enfin quitté les animaux, maintenant on se tire », ça n'aurait strictement servi à rien de descendre en incarnation. Donc en fait, il y a un changement progressif de gouvernance, mais quand on est capable de se gouverner, on va le revoir un peu dans les détails tout à l'heure, à partir de ce point-là, l'intérêt, c'est vraiment d'habiter l'âme humaine par la personnalité, vecteur de l'âme, et de redescendre jusqu'aux animaux, aux végétaux et aux minéraux, de manière justement à leur apporter cette conscience du plan tel que nous l'avons. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de se sauver, mais de simplement établir un pont entre le haut et le bas. C'est vraiment pour ça que nous sommes faits. Voilà donc, d'après les enseignements ésotériques, comment est né le règne humain. Mais, comme on vient d'en parler un peu, qu'est-ce que l'humain? En fait, nous retrouvons là les différents états de conscience dont nous parlons très souvent, de la conscience de masse à la conscience individuelle et à la conscience de groupe à travers l'histoire de l'involution et de l'évolution. C'est d'ailleurs le thème du livre qui vient de sortir, le fabuleux dessin de l'humanité. C'est pas facile finalement de voir qu'est-ce que l'humain. Il faut se poser la question, à partir de quel moment du curseur pouvons-nous dire que nous sommes véritablement un être humain? À chaque degré du curseur, chacun va pouvoir se définir humain. Chacun peut se revendiquer humain, puisque c'est tout simplement à partir de sa propre conscience que chacun définit ce qu'est l'humain, puisque chacun y met sa définition subjective. Jusqu'au premier quart du curseur, on peut véritablement dire que l'être humain pourrait être simplement considéré comme un animal supérieur. Il n'est pas encore l'être humain, car il ne manifeste pas encore du tout l'être essentiel, et il ne possède pas encore l'autonomie et la pensée qui caractérisent l'humain. Donc il n'est pas encore être et il n'est pas encore vraiment humain. Par contre, vers le milieu du curseur, chacun pense répondre pleinement à la définition de l'être humain. Parce que c'est une situation actuellement dominante et on pense finalement que ça y est, quand on est vraiment une forte personnalité, nous sommes vraiment humains. Alors qu'en fait, nous n'en sommes qu'à moitié. Parvenu à ce niveau de conscience, c'est sûr qu'un humain sort du lot par rapport aux autres. Il pense, il brille, il domine et il se croit arrivé. Alors qu'en réalité, il n'est encore qu'un être en devenir. Il est humain, mais pas encore l'être. Et c'est seulement vers le dernier quart de la progression du curseur que l'être humain prend véritablement sa dimension complète, quand il devient l'être en humanité. Là, on pourrait dire que là, à ce niveau du curseur, on est véritablement dans ce qu'on pourrait appeler l'être humain. Repensons à la phrase de Lamartine. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Oui, nous pouvons constater chaque jour combien nous sommes bornés dans notre nature.
Combien nous sommes limités dans nos capacités sensibles et mentales. Combien nous nous bornons le plus souvent à vivre individuellement, sans tenir compte de l'ensemble. Combien nous sommes bornés dans notre vision. Mais nous sommes aussi capables de ressentir un appel vers l'infini. L'âme divine nous amène à ressentir de plus en plus l'amour possible, le plan à réaliser sur Terre, et nous sommes bel et bien infinis dans nos vœux. Nous sommes donc bien des dieux volontairement tombés en incarnation. Nous nous souvenons des cieux et nous cherchons à amener sur Terre toutes les qualités des cieux que nous retrouvons peu à peu, au fur et à mesure que nous retrouvons notre véritable identité. Être pleinement humain implique de chérir le monde et de servir la vie. Mais où en sommes-nous de cette recherche? Où en sommes-nous du curseur? L'énergie lion est l'occasion de nous réinterroger sur notre identité profonde. Et en effet, cette énergie décrit, ainsi que nous l'avons fait, tout le processus d'évolution de la conscience. Et à chaque stade, à chaque degré de l'échelle évolutive que nous avons vu, cette énergie nous propose de prendre conscience de ce que nous sommes et de l'affirmer. Et c'est pourquoi, à travers différents niveaux de vécu de cette énergie, nous pouvons aussi bien nous affirmer comme être égoïste, orgueilleux, entièrement centré sur nous-mêmes, ou alors comme un être en respect et en reconnaissance des autres, ou comme carrément âme rayonnant l'amour. Cette énergie va nous montrer qu'à chaque stade de l'évolution, le fait de s'identifier à ce que nous sommes clairement amène une radiation de cette identité tout autour de nous. Et ce rayonnement, il peut donc être nocif pour la nature, pour les autres, tant que nous sommes égoïstes, mais il peut être très bénéfique si nous sommes soucieux des autres. Et ça devient carrément guérisseur lorsque nous sommes âmes rayonnant ces qualités à travers la personnalité. Donc chaque année, cette énergie est vraiment l'occasion de réinterroger notre identité, de remettre en doute la manière dont nous nous définissons. Et c'est pour ça que cette énergie culmine au mois d'août, le mois du doute. Sans oublier que le doute peut être constructeur, créateur et évolutif. Et cette année a une importance toute particulière parce que nous allons avoir 2 pleines lunes lion. Alors, on nous pose souvent la question, pourquoi y a-t-il 2 pleines lunes lion? C'est un phénomène qui se répète régulièrement, non pas dans le signe du lion, mais d'une manière générale dans les autres signes, parce que d'une pleine lune à une autre, il y a environ 29 jours. Et que le soleil va rester dans un signe entre 30 et 31 jours. Vous imaginez tout de suite ce qui se passe. Ça veut dire que lorsqu'une pleine lune va se passer au tout début de l'entrée du soleil dans un signe, il est évident que 29 jours après, le soleil est encore dans ce signe et que nous aurons une deuxième pleine lune de ce signe. Ce petit décalage n'est pas très rapide, il est à peu près, si vous voulez, d'1 jour par mois, mais ça fait quand même que finalement, tous les 30 mois, donc grosso modo tous les 2 ans et demi, eh bien, nous avons 2 pleines lunes dans un signe. C'est intéressant parce que du coup, ça met fortement l'accent à chaque fois sur l'énergie en question. Ça nous amène tous à travailler tout particulièrement cette énergie. D'où l'importance justement d'arriver à revoir vraiment notre identité, notre carte d'identité à travers donc ces 2 pleines lunes lion. Donc, que recouvre pour chacun d'entre nous l'affirmation « Je suis un être humain ». Voilà ce que vont nous proposer ces 2 pleines lunes-là. Vous voyez, on a remis des choses en question, des nouveaux programmes dans l'énergie cancer, et on continue là à se poser la question, ça veut dire quoi quand j'affirme que je suis un être humain? On va essayer de travailler ça. Il y a de multiples façons de découvrir ce que nous sommes et de percevoir l'évolution du curseur, mais ce soir on va vous proposer de la vivre à travers certains points précis et particuliers. D'abord, la conscience de soi. Bon, la conscience de soi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le type de conscience que développe l'être humain. Bon, ça peut apparaître donc comme une évidence, mais il faut se rendre compte que c'est un moment exceptionnel dans l'évolution de la conscience. En effet, depuis la particule jusque dans la conscience animale, la conscience n'est pas consciente d'elle-même. Le développement de cette conscience de soi peut paraître simple, à condition de ne pas la confondre avec la conscience réflexive, que possèdent même certains animaux et qui consiste à reconnaître sa propre image dans un miroir. Donc, si on confond conscience de soi et conscience réflexive, on pourrait dire, maintenant même des animaux l'ont, donc c'est pas si compliqué.
En fait, la véritable conscience de soi occupe toute la première moitié de la course du curseur. En effet, il s'agit de devenir pleinement conscient de son corps physique et de son corps d'énergie. Premier point. Et puis, il est nécessaire de devenir pleinement conscient de son corps émotionnel, ce qui n'est pas tâche facile. Ça nécessite d'être conscient de tout ce qui nous influence et provoque en nous des désirs, des affects, des émotions, des peurs, des colères, des satisfactions, etc. Prendre conscience de notre corps émotionnel, c'est réaliser à quel point nous ne sommes pas libres de conditionnement et d'influence de tout ce qui nous environne. Et puis, devenir conscient de son corps mental, c'est être capable de faire la différence entre le prêt à penser, qu'on adopte souvent sans réfléchir parce que ça nous plaît, ou bien les opinions, et une véritable pensée qui serait réellement issue d'une profonde réflexion. C'est vous dire l'énorme tâche à réaliser pour devenir vraiment conscient de soi. C'est le travail qui culmine au niveau du curseur entre 50 et 60% du curseur. Et c'est vrai que ce travail, du coup, amène une conscience personnelle, puissante et bien souvent séparatiste. Alors du coup, on peut se demander, mais alors quel est l'intérêt pour la conscience de passer par cette phase d'individualisation, cette phase donc qui amène le séparatisme, puisque tout est groupe et que tout est conscience d'ensemble dans l'univers et qu'il n'y a aucune place pour le séparatisme. En fait, c'est une phase tout à fait fondamentale, parce qu'en fonction justement du plan d'évolution proposé, il est indispensable que chaque point de conscience se connaisse lui-même en tant que tel. D'où le passage par l'individualisme qui se fait à travers le règne humain. Voilà pourquoi il est dit que toute conscience est passée ou passera un jour par le règne humain, qui est le lieu de la soi-conscience. Évidemment pas sur la planète Terre, mais sur toutes les autres planètes qui peuvent abriter donc un règne humain. Et puis, ce que nous venons de définir concerne surtout maintenant la conscience de soi de l'humain, la conscience de soi de l'humain, pas de l'être humain, pas de l'être en humanité. En effet, le développement de la conscience de soi, il se poursuit, en devenant progressivement conscience de l'âme que nous sommes, conscience de soi avec un S majuscule. Et c'est ce qui va se passer aux alentours de 70% du curseur. Du coup, on va passer donc d'une affirmation à une autre. L'humain affirme « je suis », alors que l'être humain affirme par la voix de l'âme « je suis cela et cela c'est moi ». L'âme dit « je suis cela, je suis le tout ». Et le tout, c'est moi. Vous voyez, la déclaration d'unité et non pas la déclaration de séparatisme. Cette phrase « je suis cela et cela c'est moi », c'est vraiment la parole clé de l'énergie Dion. Il faut donc bien voir que la spécificité de la conscience d'âme de chacun, une fois que ça a été fait, une fois qu'elle a été acquise, elle demeure ensuite sous une forme ou sous une autre tout le long de l'évolution. Avoir une conscience globale dans le cinquième règne, et même plus loin, ne signifie pas du tout avoir une conscience indifférenciée. Ainsi, le Christ, Hercule, le Bouddha demeurent des consciences différentes les unes des autres, tout en étant une. Du point de vue de la conscience planétaire, Jupiter, Saturne ou Uranus sont tout à fait différents, bien que fondamentalement un au sein du système solaire. Si on voulait prendre une comparaison limitée mais facile, c'est un peu comme les doigts de la main. Chacun a sa spécificité, mais ensemble ils forment la main, ils ne sont pas séparés. Le transfert donc de la conscience de soi au soi avec un S majuscule est la clé de l'évolution de la deuxième partie de la course du curseur. Nous avons à apprendre à passer du centrage sur la personnalité à une impersonnalité et à une véritable conscience d'ensemble. Et c'est là la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, parce qu'il est très difficile, après avoir construit une forte personnalité, de se décentrer, de lâcher prise de la volonté personnelle pour s'en remettre à une volonté supérieure et changer d'identité. Le changement de carte d'identité est assez douloureux. Alors ce que nous venons de voir avec les différents aspects de la conscience de soi, comme témoin de ce travail de curseur, il peut être aussi envisagé avec d'autres qualités. En effet, la conscience de soi du règne humain engendre un certain nombre de capacités inconnues des règnes subhumains
est susceptible de grands changements au fur et à mesure de l'avancée du curseur. Ce sont des éléments qu'il est intéressant de considérer dans la recherche de notre nouvelle carte d'identité. Certains d'entre eux nous sont connus et familiers, et d'autres beaucoup moins. Mais pris ensemble, ils constituent des moyens évolutifs vraiment à prendre en compte. Le premier de ces qualités, c'est le sens du temps. Les règnes en conscience instinctive, subhumains, n'ont pas du tout le sens du temps tel que nous le concevons. Pour ces règnes, passé, présent et futur n'existent pas. Ils suivent les cycles naturels, mais n'ont pas du tout le sens du passé, et encore moins celui de l'avenir. Ils vivent donc dans un présent continuel, sans en avoir conscience. La conscience de soi nous inscrit, nous humains, dans le temps et l'espace. Lorsque l'âme animale domine encore dans l'humain, ce sont surtout naturellement le présent et le passé qui sont les plus importants. Et la préoccupation du temps n'a d'ailleurs pas du tout grand place. Il a fallu attendre le développement de la conscience individuelle au XVIIIe siècle pour qu'on se préoccupe de construire des instruments de mesure de temps précis. Avant, ça n'avait strictement aucun intérêt. En effet, en conscience individuelle, les projets nombreux à tout niveau, les plans de vie, amènent une prédominance du présent et du futur proche. Le temps devient une préoccupation essentielle. Le temps qui passe, le manque de temps, la gestion du temps deviennent des paramètres inséparables de notre vie. Et même dans le sport, les dixièmes et même les centièmes de seconde deviennent fondamentales. Du point de vue de l'âme divine, le temps n'existe pas. Évidemment, pas du tout à la manière de l'âme animale, mais parce que le temps est une caractéristique du monde formel et que l'âme sur son propre plan n'est pas identifiée à la forme. L'âme vit un éternel présent qui englobe passé et futur en un tout. Ce qui a été et ce qui sera sont perçus comme un. Et c'est ainsi que l'âme perçoit clairement le plan à mettre en œuvre sur Terre. C'est quelque chose qui nous échappe, peut-être pour l'instant, parce que tant que nous sommes incarnés, nous ne pouvons pas échapper au temps et à ses limitations. Notre progrès à travers ce sens du temps va donc consister à dépasser les limites temporelles de notre vie. On peut voir ça sous deux angles différents. Tout d'abord, si nous concevons notre parcours de conscience le long du curseur, ça nous conduit à envisager nos vies antérieures et nos vies futures comme un vaste ensemble qui donne sens tout à fait différent à notre vie que si on l'interprète sur le temps d'une seule vie. Ah, ça change tout. La conscience individuelle s'élargit alors complètement en se concevant comme le résultat de très nombreuses vies et comme une étape vers d'autres vies. On commence à percevoir par tout ce qu'on est passé en termes de conscience et tout ce qui nous reste à développer. Alors, ça met fin alors à l'insouciance du « on n'a qu'une vie, alors j'en profite » ou « après moi le déluge, nos descendants se débrouilleront ». Parce que les descendants, ce sera nous. De même qu'on ne peut pas esquiver non plus les erreurs des ancêtres, parce que les ancêtres, c'était nous aussi. Donc on est vraiment responsable à tous ces niveaux du temps. Le développement du curseur, donc vous voyez, au sein du règne humain, ça nous pousse à passer d'une conception d'une seule vie courte, qu'il est nécessaire d'occuper et de combler au maximum face à un temps concentré qui passe extrêmement vite et beaucoup trop vite, à une conception d'un temps détendu qui s'élargit considérablement pour se fondre progressivement dans l'éternité. Et même pour les êtres qui ne croient pas du tout à la réincarnation. Cette expansion du temps se traduit par la capacité de travailler pour l'ensemble et les générations futures. Et c'est ce que traduit cette parole de sage. Si on m'annonçait que je vais mourir demain, je planterais un arbre. Ce sens du temps qui s'élargit et entraîne un sens des responsabilités au-delà du temps de notre vie personnelle marque notre progression vers l'âme divine. Et puis, ce sens du temps entraîne aussi une autre conséquence fondamentale sur la vitesse de l'évolution. En effet, les règnes subhumains progressent très lentement, expérience après expérience, en suivant le cours de la vie. Et c'est ce qu'on appelle suivre le chemin de moindre résistance.
Ça fait allusion au parcours sinueux d'un fleuve qui, à cause d'un terrain relativement plat, n'a pas pu aller en ligne droite comme un torrent et est obligé de contourner tous les reliefs pour passer, d'où justement ces nombreux méandres. C'est ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Et donc, comme les règnes subhumains n'ont aucune perception du but, ou même simplement du fait de l'évolution, ils n'ont pas d'autre manière d'avancer que de s'adapter aux expériences que présente la vie. Pendant de très nombreuses vies, c'est exactement comme ça que l'humanité évolue. Elle le fait complètement inconsciemment en suivant le sentier de moindre résistance, parce que tant que le curseur n'approche pas les 50%, la question même de l'évolution ne se pose pas. Quand on voit dans l'histoire humaine, c'est seulement au XVIIIe siècle, avec l'apparition de nombreuses personnes individualisées, que le concept de l'évolution a commencé à être accepté. Or, s'il n'y a pas d'évolution, il n'y a aucune raison de se pousser à changer. Pour aller où? Pour devenir quoi? Cette inconscience amène donc forcément à suivre le sentier de moindre résistance. Mais s'il y a évolution, s'il y a un but, s'il y a un plan, ne serait-il pas intéressant d'aller découvrir de quoi il s'agit et de rassembler nos efforts pour mettre en œuvre ce que nous découvrons? Si nous découvrons l'histoire du règne humain, pouvons-nous faire comme si nous ne savions pas? Pouvons-nous encore suivre la ligne de moindre résistance en attendant que tout évolue? Ben non. Et c'est ce qui est à l'origine des enseignements initiatiques. Autrefois, ces enseignements ne concernaient qu'un tout petit nombre de personnes qu'on éduquait de maître à disciple. Et cela concernait des personnes dont le curseur avait progressé plus avant que les autres parce qu'ils avaient un plus grand nombre de vies. Et ce sont ces enseignements antiques qui sont à l'origine des enseignements ésotériques modernes. Et leur but est le même: faire prendre conscience au plus grand nombre de l'existence d'un plan sur Terre, de la véritable nature spirituelle de l'être humain et de sa capacité à servir ce plan au mieux. Et ces enseignements sont aujourd'hui à la disposition de tous ceux qui sont prêts à les entendre. Quelle que soit leur provenance et leur ancienneté, leur message est unanime. L'humain doit comprendre l'enjeu de sa présence sur Terre et chercher à remplir au plus vite sa mission. L'être humain doit devenir un passeur d'énergie du plus subtil vers le plus dense. Il doit être au service du projet planétaire et amener l'amour sur Terre et indiquer la direction à suivre au règne subhumain. Du coup, le sens de l'urgence à réaliser le plan planétaire amène à passer d'une évolution tranquille qui suit la ligne de moindre résistance à un processus volontaire et accéléré que représentent symboliquement les initiations, où chacun est incité à s'engager dans une voie de recherche qui mène à l'évolution. Mais cette voie n'est plus un sentier tranquille, mais une route faite de dualité, de conflits et de remise en question permanente. Il est à noter que chacun peut décider de choisir l'une ou l'autre voie, car les deux sont possibles. Il n'y a pas du tout de faute à rester dans la voie donc de moindre résistance. Et souvent d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous mettons quelquefois un certain temps à réaliser, même quand on apprend un petit peu le fonctionnement humain, à enclencher une vitesse un peu plus grande et à dire on y va, on s'engage. Ce qu'il faut savoir à partir de ça, c'est que la ligne de moindre résistance entraîne un temps beaucoup plus grand pour résoudre les problèmes soulevés par l'individualisation de l'humanité. Et par conséquent, une souffrance beaucoup plus longue et un risque accru d'autodestruction de l'humanité. Mais on a quand même le choix. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'importance du temps à travers ces deux exemples, puisqu'on pourrait en citer d'autres. Gérer le temps comme un capital mis à notre disposition, soit pour se consacrer à notre bonheur, soit pour se consacrer à l'évolution d'ensemble, est une responsabilité dont il est important de prendre conscience. Décider que nous ne sommes pas sur Terre pour être en vacances, nager dans le bonheur ou réussir sa vie, mais pour s'engager le plus possible dans de plus justes relations sur Terre, est une manière essentielle de progresser à travers le sens du temps. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de vacances et qu'il faut échapper au bonheur. Non, tout ça a sa juste place. C'est juste une question, vous voyez, de motivation profonde. Donc c'est à nous de voir si nous nous engageons ou si nous préférons nous laisser porter au gré du courant
des événements et de l'existence. Dans le genre, on verra bien où ça nous mène. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ou bien prendre la vie comme elle vient. On voit bien là le sentier de moindre résistance. Mais plus on s'éloigne de la position médiane du curseur, et plus on prend de la distance avec cette insouciance. Alors on voit combien cette gestion du temps a des répercussions sur le sens des responsabilités et l'engagement. Deux mots-clés de l'évolution. Comme nous l'avons vu, passer du 4e au 5e règne implique un élargissement de la responsabilité. Il est nécessaire de passer d'une simple responsabilité vis-à-vis de soi-même, ou vis-à-vis de ses proches, ou vis-à-vis de ses propres affaires, à une responsabilité globale en rapport avec l'évolution humaine et planétaire. À rappeler que la responsabilité, c'est la capacité d'apporter des réponses, ce qui implique d'être présent à ce qui se passe dans le monde et d'apporter des réponses mentales, sensibles ou physiques, dans la mesure de ce que nous pouvons chacun réaliser. Et c'est là que le deuxième mot, l'engagement, prend tout son sens. Il est à noter que dans l'évolution humaine, si nous gardons pour nous les idées, les pensées, ça ne nous engage à rien. Or, il faut bien comprendre que le mental a toujours de l'avance sur la vie de l'émotionnel. Le mental peut parfaitement parvenir à comprendre les choses d'une manière globale, même abstraite. Il peut arriver à penser le monde d'une manière solidaire. Mais c'est l'émotionnel, c'est le désir qui a la clé de l'engagement. Et s'il ne suit pas, je peux apparaître très engagé mentalement, mais le suis-je vraiment? En effet, il y a deux plans qui nous engagent. D'une part, la vie émotionnelle, avec l'affectif et le désir, et d'autre part, l'âme. Où nous sommes engagés émotionnellement, où nous sommes engagés en tant qu'âme. Et il n'y a pas de position intermédiaire. Voilà pourquoi entre 60 et 70% du curseur, nous fluctuons sans cesse de l'un à l'autre, entre ces deux engagements. Mais en progressant de plus en plus vers un engagement continu en tant qu'âme. Et c'est pourquoi bien souvent, si nous nous fions simplement à notre mental, qui peut développer des idées généreuses, des idées globales, des idées abstraites, nous pouvons imaginer que nous sommes complètement engagés dans ce sens. Mais si notre corps émotionnel tient à garder son confort et sa tranquillité, lui, il demeure dans l'engagement du bonheur individuel, et nous avec. Voilà pourquoi nous sommes si souvent engagés dans le monde des idées, mais encore très reliés à notre vie personnelle. C'est alors souvent l'occasion d'une mauvaise appréciation de notre place sur le curseur, car nous sommes bien souvent persuadés que si nous pensons quelque chose, c'est que nous le sommes. Alors que ce n'est pas parce qu'on connaît quelque chose qu'on l'applique. Bon nombre de personnes ne sont pas conscientes de cette dichotomie. Et celles qui en sont parfaitement conscientes en souffrent. D'où la fameuse phrase « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C'est une phrase qui montre l'intention et la difficulté d'y répondre. Alors, on pourrait dire que l'engagement, il se joue dans notre passage progressif dans le monde de l'âme, c'est-à-dire dans la conscience d'ensemble et notre capacité à la traduire dans les faits. Voilà encore une manière de faire varier le curseur de notre identité personnelle vers une identité plus inclusive, se dégager progressivement du personnel pour s'engager progressivement, mais réellement, corps et âme, dans le global. L'évolution de la nature de la responsabilité et de l'engagement, comme on peut le voir, ça va aussi entraîner d'autres changements dans notre capacité d'être humain et dans l'avancée du curseur vers le haut. Évoquons pour commencer notre capacité à faire des plans. La perception du futur, la nécessité d'aller dans le sens de l'évolution, la responsabilité et l'engagement amènent l'humain à une capacité qu'il ne possède vraiment qu'aux alentours de la moitié du curseur. C'est la capacité à faire des plans, à planifier sa vie. Avant de parvenir à l'affirmation d'une réelle conscience individuelle, il ne possède pas du tout ou très peu cette capacité. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, il se contente de suivre le courant de la vie et de voir où ça le mène. Mais à partir du moment
où il est véritablement dans l'affirmation de lui-même, il est alors capable de faire de nombreux projets puis de les mener à bien. Il peut même avoir une vision de sa vie future et s'organiser pour que ça se passe exactement comme il le voit. Mais plus le curseur va dans le sens de l'âme, et plus un transfert à nouveau va s'opérer. Il ne s'agit plus pour la personnalité d'être essentiellement et seulement centré sur ses propres plans et ses projets, en pensant que tout être humain devrait en faire autant et que l'humanité même devrait inventer son propre sens. Non, il va s'agir d'être de plus en plus sensible au plan de l'âme, au plan de la planète Terre, au plan global qui gère la présence de toutes les vies sur la planète. Le sens de l'évolution amène donc l'être humain à cesser de donner autant d'importance à ses plans personnels pour se mettre de plus en plus à l'écoute et au service des plans de l'âme. D'autant plus qu'une autre évolution est parallèle à celle-là et s'installe de plus en plus dans la vie de la personnalité. Cette autre évolution, c'est celle de la reconnaissance. En effet, tous les processus d'élaboration de la personnalité tournent autour du besoin de reconnaissance. Tous les humains, quels qu'ils soient, cherchent à être reconnus dans leur spécificité, dans leur individualité, que ce soit par leurs parents, leurs proches, leurs collègues et tous les autres d'une manière générale. Ne pas être reconnu est une souffrance qui marque le travail qui est encore à réaliser à certains stades du curseur. Lorsqu'elle est satisfaite, elle mène l'individu enfin à se reconnaître lui-même, jusqu'à pouvoir se passer de la reconnaissance des autres, ce qui amène à être véritablement soi-même. Et non quelqu'un qui agit, pense, parle en fonction du besoin d'être reconnu. Et le problème, c'est que tant que nous cherchons à être reconnus, paradoxalement, nous avons beaucoup de mal à reconnaître les autres, parce que nous sommes centrés sur nous. À partir du moment où nous nous reconnaissons, nous pouvons complètement développer la capacité de reconnaître les autres pour ce qu'ils sont, réellement. Sans craindre que cette reconnaissance, qui peut mettre en lumière des différences ou des désaccords, nous fasse douter de nous-mêmes et nous remette systématiquement en question. On a souvent traité de ce thème de la reconnaissance par ailleurs, donc ce n'est pas la peine d'en dire plus. Mais juste pour signaler que c'est encore un point important de progression du curseur de la personnalité. Passer du besoin de reconnaissance à la capacité de reconnaître les autres, quels qu'ils soient, est vraiment le début encore d'une véritable attitude d'amour-unité. Donc, en résumé, pour changer notre carte d'identité pendant ces 2 mois d'énergie Lion, pour comprendre ce que nous sommes, nous pouvons nous relier à tous les paramètres que nous venons de voir. Quelle est notre gestion du temps? À quoi consacrons-nous notre temps? Cherchons-nous à avoir une vision élargie? En quoi est-ce que notre vision du temps change notre vie? Notre responsabilité s'étend-elle de plus en plus loin? Sommes-nous engagés? Mentalement ou plus globalement? Quel plan faisons-nous? Quelle vision du monde avons-nous? Et donc, à quel plan répondons-nous? Cherchons-nous de plus en plus à reconnaître les autres, quels qu'ils soient? Toutes ces questions mettent en évidence une qualité particulière, une autre capacité que n'ont pas non plus les règnes subhumains et qui est importante pour l'humain, c'est la capacité à faire des choix. Lorsque le curseur est dans la première moitié de sa progression et que nous subissons la vie, tout le monde pense que nous n'avons pas le choix. Et c'est un fait que lorsque la conscience individuelle et le mental ne sont pas suffisamment forgés, nous n'avons pas tellement les moyens de choisir. Mais lorsque la personnalité est construite et que le curseur évolue dans la seconde moitié de sa course, alors nous réalisons que nous avons toujours le choix, même si cela en coûte quelquefois beaucoup. Nous avons le choix de considérer le temps comme nous l'avons vu d'une manière ou d'une autre. Nous avons le choix de notre responsabilité ou de nos engagements à chaque instant. Nous avons le choix de nous occuper uniquement de nos plans personnels ou de ceux de la planète. Nous avons le choix de reconnaître ou pas les autres, etc. En fait, chaque moment de notre quotidien nous propose un choix conscient d'attitude. Percevons-nous vraiment tous les choix qui s'offrent à nous à chaque instant et qui nous permettraient d'aller de plus en plus dans le sens d'une nouvelle identité?
La plupart du temps, non. Nous réalisons que nous avons des choix quand nous sommes face à un choix. Mais réaliser que c'est l'attitude fondamentale de chaque seconde de notre vie, ça, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est important de ne pas attendre que les habitudes, les autres, l'environnement ou les circonstances choisissent à notre place. Choisir, c'est avoir un sens des valeurs. Et bien souvent, lorsqu'on fait un choix important, deux systèmes de valeurs sont en compétition. Auquel des deux donnons-nous la primauté? Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est mourir un peu. Alors, c'est mourir un peu, mais c'est aussi grandir. Accepter de s'engager sur un chemin et découvrir les effets d'une décision qui nous est propre. C'est évident aussi que choisir peut faire souffrir, car tout choix comporte un risque d'erreur. Or, si l'erreur est humaine, elle est aussi parfois source d'humiliation, parce que dans certaines cultures, l'humain a été éduqué à ne jamais se tromper. Et pourtant, quiconque se trompe a tenté, là où d'autres n'ont même pas essayé. Choisir, c'est alors s'enrichir. Nelson Mandela l'a dit justement, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Choisir, c'est consentir à se tromper, mais c'est surtout accepter de partir à la découverte. Chaque instant, en fait, est l'occasion de mourir, de grandir. C'est l'occasion d'approfondir, de s'enrichir, de subir et de consentir à vivre pleinement l'aventure de l'incarnation. Choisir, c'est mourir un peu, mais ne pas choisir, c'est tuer toute opportunité de progrès. Donc, à choisir, mieux vaut opter pour l'avenir qu'entretenir un passé déjà plein de choses passées et de certitudes éculées. Laisser tomber hier pour aimer aujourd'hui et construire demain, ça demande des choix à revisiter sans cesse. Choisir devient alors de plus subir et obéir aux lois de l'évolution. Finalement, on peut réaliser que choisir, c'est mourir un peu à la myopie de nos consciences. Alors, cette possibilité de choix est peut-être celle dont il importe le plus de se souvenir au quotidien, chaque fois que nous voulons monter d'un cran dans le curseur de l'évolution. Le choix de s'aligner sur le petit soi ou le grand soi, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence, comme nous venons de le voir, est un choix qui nous appartient à chaque seconde, sans que personne ne vienne nous rappeler que nous avons ce choix, en tout cas personne d'autre que notre propre conscience. Alors nous pouvons constater combien, à l'origine de notre venue sur Terre, comme à l'origine de nos progrès constants en termes de conscience, se trouve le fait de chérir le monde et servir la vie. C'est cela qui nous change notre identité. C'est cela qui progressivement amène le curseur de plus en plus vers la position haute dans laquelle la personnalité devient le serviteur parfait de l'âme pour réaliser le plan d'amour sur Terre. Servir se fait de différentes manières et nous avons vu le mois dernier comment le faire depuis le plan mental. L'énergie lion met en évidence une autre manière qui est le rayonnement créateur. Plus nous réalisons certaines synthèses en nous, et plus le résultat en est une radiation, un rayonnement. Lorsque la personnalité est entièrement centrée sur elle, ça produit ce qu'on appelle le charisme des fortes personnalités. Mais ce type de rayonnement est purement personnel et ne fait pas spécialement progresser l'humanité vers l'amour. Par contre, lorsque notre évolution vis-à-vis du temps, de la responsabilité, de l'engagement, de la reconnaissance, tend de plus en plus vers la globalité, alors nous pouvons rayonner à notre échelle l'unité guérisseuse. Et là encore, ne cherchons pas à être grandioses. Ne cherchons même pas à voir si réellement cette radiance existe, parce que ça réduirait tous nos efforts à néant. En effet, le simple fait de se demander si nous avons véritablement bien ce rayonnement, ça implique un retour sur soi, qui fait cesser immédiatement cette radiance. Donc cherchons simplement à être de plus en plus dans cette unité, à être véritablement un être humain, un être en humanité. Et nous ferons tout simplement notre part de colibri.
Je vous propose une méditation là-dessus. Pendant que nous nous concentrons au niveau frontal, par la respiration que nous imaginons à cet endroit-là, nous prenons contact avec les gens qui sont autour de vous, le groupe, et puis surtout avec tous les méditants du monde. Ne pas méditer pour soi-même est la première démarche du passage de la conscience individuelle en conscience d'ensemble. C'est donc en tant qu'ensemble que nous méditons. C'est la base de notre identité. Alors nous cherchons à nous relier à l'âme que nous sommes. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas quelque chose de très 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 lointain. Ce sont quelques qualités fondamentales. Par exemple, la première qualité de l'âme qu'on est amené à percevoir, c'est la lumière, l'énergie du rayon 3, l'intelligence. En se reliant à ce que nous sommes essentiellement, c'est comme si nous pouvions percevoir à un moment donné que tout est clair, tout évident, sans pour autant dire pourquoi. Et qu'est-ce qui est clair? Une clarté se fait en nous. Notre identité fondamentale, c'est cette intelligence créatrice, cette capacité à comprendre le monde, tel que notre personnalité n'y arrive pas encore, mais relions-nous à cette capacité que l'âme que nous sommes possède. La seconde qualité de l'âme que nous pouvons contacter, c'est l'amour, l'unité. L'âme est conscience globale.
L'âme ne sépare rien et ne comprend même pas la personnalité dans son séparatisme. Elle n'en tient aucun compte. L'âme ne cherche pas à réunir des éléments séparés. L'amour, c'est avant tout un ensemble. C'est un tout unifié. C'est devenir ce tout unifié. Et puis nous nous relions à la qualité de volonté présente au niveau de l'âme. C'est la qualité qui affirme le plan, l'intention fondamentale, qui indique ce qui doit être. Cherchons à nous relier à ce dynamisme global. Pour changer d'identité, il n'y a rien à supprimer. Il y a juste à entrer de plus en plus dans ces trois qualités, à devenir ce qu'elles sont, à les explorer, et c'est un travail infini. Car ainsi nous retrouvons notre véritable identité du départ. Nous sommes des êtres en humanité.
Puis en insistant sur l'expire, nous cherchons simplement à relâcher à travers le corps éthérique global, à travers l'énergie du groupe, tout ce que nous avons pu vivre pendant cette méditation. Bien, ok.